Le 16 décembre 1944 à 5h30, le premier lieutenant Lial Bu était accroupi dans un trou gelé sur la crête de Lanzerat, observant une colonne de 500 parachutistes allemands émerger de la forêt en contrebas de sa position en Belgique. Âgé de 20 ans, avec 3 mois de combat à son actif et aucun renfort en vue, le 9e régiment de chasseurs parachutistes avançait vers son peloton de renseignement et de reconnaissance de 18 hommes, avec pour ordre de dégager la trouée de Losheim pour toute la première division SS Panzer derrière eux. Le premier jour de la bataille des Ardennes avait commencé 90 minutes plus tôt, avec 1600 pièces d'artillerie allemande tirant sur un front de 130 km. Le peloton de Bu occupait la seule position américaine défendant le carrefour routier critique de Lanzerat. Derrière eux s'étendaient des routes vides menant directement aux dépôts de ravitaillement et quartiers généraux alliés. La ligne de front de la 99e division d'infanterie avait été étirée si finement que l'unité de reconnaissance de Bu avait reçu l'ordre de tenir un espace de 8 km prévu pour un bataillon entier. Aucune réserve n'existait. L'unité américaine la plus proche était à 10 km, à la gare de Buchholz. Bu comprit immédiatement l'arithmétique de sa situation. Son peloton était armé d'armes d'infanterie standard, des fusils M1 Garand, un fusil automatique Browning par escouade, une seule mitrailleuse calibre .30 M1919 face à 500 parachutistes allemands d'élite avançant en formation de colonne à travers champs enneigés. Ces armes ne suffiraient pas. Les renseignements allemands avaient évalué les soldats américains comme lâches et peu disposés à combattre sans soutien aérien ou blindé. La Wehrmacht s'attendait à percer ce secteur en moins de 2 heures et à atteindre la Meuse avant la nuit. La 99e division d'infanterie était arrivée dans les Ardennes seulement 1 mois plus tôt. La plupart des unités manquaient d'expérience au combat. Durant la première semaine de décembre, la division avait perdu 47 hommes tués au combat lors d'opérations de patrouille limitées. Les commandants de bataillon savaient que leurs troupes inexpérimentées subiraient des pertes catastrophiques si les Allemands lançaient une offensive majeure. Chaque soldat du peloton de Bu comprenait ce qui arrivait aux unités de reconnaissance débordées. 11 pelotons étaient morts. Thompson connaissait le schéma. Bu contacta par radio le quartier général du régiment à Uningen et demanda la permission de se replier. La réponse revint en moins de 2 minutes. Maintenez la position. Des renforts du 3e bataillon vous soutiendront. Mais Bu savait qu'aucun renfort n'arriverait à temps. L'avance allemande avait déjà coupé les lignes téléphoniques dans tout le secteur. Sa radio SCR 300 fournissait le seul lien de communication avec les forces américaines. 4 jours plus tôt, Bu avait pris une décision qui violait la procédure standard pour les unités de reconnaissance. Il avait échangé des cartes d'identité allemandes capturées contre une Jeep blindée équipée d'une mitrailleuse Browning M2 calibre 50. La M2 tirait des munitions de 12,7 mm à raison de 550 coups par minute. Sa portée effective dépassait 1800 mètres. L'arme pouvait pénétrer un blindage léger et supprimer les avancées d'infanterie en terrain découvert. Bu avait positionné la Jeep au centre de sa ligne défensive, derrière 9 trous que ses hommes avaient creusés dans le flanc de la colline. La Jeep représentait la seule arme lourde de son peloton. Tout dépendait du fait que 18 hommes avec des fusils et une mitrailleuse calibre 50 pouvaient arrêter 500 parachutistes attaquant assez longtemps pour retarder l'offensive allemande. Bu vérifia sa montre. 06h45. Le barrage d'artillerie allemand s'était terminé 15 minutes plus tôt. À travers le brouillard matinal, il pouvait voir les chasseurs parachutistes former des vagues d'assaut au bas de la crête. Ces hommes prirent position dans les trous fortifiés. 4 observateurs d'artillerie avancés de la batterie C, 361e régiment d'artillerie de campagne, se préparèrent à demander un appui-feu. La clôture de barbelés traversant le champ enneigé en contrebas ralentirait l'avance allemande, mais ne l'arrêterait pas. Bu savait que la première vague d'assaut atteindrait sa position en quelques minutes. Il donna l'ordre de retenir le feu jusqu'à ce que l'ennemi se rapproche à 70 mètres. À 7 heures le 16 décembre, les éléments de tête du 9e régiment de chasseurs parachutistes commencèrent à avancer vers le haut de la colline en direction de la crête de Lanzerat. 500 parachutistes allemands contre 18 soldats américains et une mitrailleuse montée sur Jeep.
Avant la nuit, un côté contrôlerait le carrefour routier. L'autre serait mort ou capturé. Les parachutistes allemands avancèrent en 3 vagues séparées à travers le champ découvert en contrebas de la position de but. Chaque vague contenait approximativement 170 hommes, se déplaçant en formation lâche à travers la neige jusqu'aux genoux. La vague de tête atteignit la clôture de barbelés à 70 mètres des trous américains. Bu donna l'ordre d'ouvrir le feu à 7h15. La Browning M2 sur la Jeep tira en premier. Le tireur avait pré-réglé ses champs de tir durant la nuit précédente. Les balles de calibre 50 déchirèrent la formation allemande à 865 mètres par seconde. Chaque projectile transportait assez d'énergie cinétique pour pénétrer un gilet pare-balles à 1400 mètres. À 70 mètres, les résultats furent catastrophiques. La première rafale tua 11 parachutistes dans l'escouade de tête. Les survivants plongèrent pour se mettre à couvert derrière la clôture de barbelés. Les fusiliers de but ouvrirent le feu simultanément avec leur M1 Garand. Le peloton de renseignement et de reconnaissance avait été sélectionné spécifiquement car chaque homme était qualifié comme tireur d'élite. Plusieurs soldats avaient fréquenté l'université avant la guerre grâce au programme d'entraînement spécialisé de l'armée. Leur discipline de tir s'avéra critique durant les premières minutes du contact. Alors que les unités d'infanterie standard tiraient par salve, les hommes de but visaient des cibles individuelles. Les Allemands tentant de couper les barbelés devinrent des cibles prioritaires. La première vague d'assaut se retira après 8 minutes de tir soutenu. Bu compta 23 corps gisant dans la neige entre la clôture et la lisière des arbres. Les Allemands s'attendaient à une résistance minimale de ce que leurs renseignements évaluaient comme une force d'écran légère. Au lieu de cela, ils avaient rencontré des tirs de précision et un soutien de mitrailleuses lourdes depuis des positions fortifiées. Le commandant du 9e régiment de chasseurs parachutistes ordonna à ses hommes de se regrouper au bas de la crête. À 7h45, la seconde vague d'assaut allemande avança. Cette fois, les parachutistes utilisèrent des tactiques différentes. Ils envoyèrent des escouades en avant dans la neige pour fournir un feu de couverture, tandis que des équipes d'assaut tentèrent de contourner la position américaine par les bois sur les 2 côtés de la crête. Bu déploya ses équipes de fusils automatiques Browning pour couvrir les flancs. La M2 continua de tirer sur les cibles dans le champ découvert. Les 4 observateurs d'artillerie avancés du 361e régiment d'artillerie de campagne demandèrent un appui-feu. Le lieutenant Warren Springer transmit par radio les coordonnées pour un barrage sur la zone de rassemblement allemande au bas de la colline. Aucune artillerie n'arriva. Les batteries américaines étaient engagées sur tout le front, affrontant l'offensive allemande massive. Le soutien d'artillerie de la 99e division d'infanterie avait été alloué à d'autres secteurs où des régiments entiers étaient attaqués. Le peloton de but ne recevrait aucun appui-feu indirect. Le second assaut dura 19 minutes. Des mitrailleuses MG-42 allemandes établirent des positions à la lisière des arbres et commencèrent à supprimer les trous américains avec un feu soutenu à 1200 coups par minute. Le son était distinctif. Les soldats américains l'appelaient la scie à chaîne d'Hitler. Mais les Allemands ne pouvaient pas avancer tandis que la M2 continuait de tirer. Chaque tentative de traverser le terrain découvert résultait en pertes immédiates. Le champ enneigé n'offrait aucune dissimulation. La deuxième vague se retira à 8h04. Bu évalua sa situation en munitions. Ses hommes avaient tiré approximativement 400 cartouches durant les 2 premiers assauts. Chaque soldat portait 80 cartouches en chargeur et bandoulière. Aux taux actuels de consommation, le peloton serait à court de munitions de fusil avant midi. La M2 avait tiré 200 cartouches sur sa charge initiale de 550. Le tireur rapporta que la température du canon approchait des limites opérationnelles. Les Allemands suspendirent leur assaut pendant 37 minutes. Durant ce temps, Bu observa des troupes ennemies se masser à 3 positions séparées autour de la base de la crête. Le 9e régiment de chasseurs parachutistes préparait une attaque coordonnée depuis plusieurs directions. Son peloton de 18 hommes devrait défendre contre des assauts simultanés sur le front et les 2 flancs. Les probabilités venaient d'empirer. À 8h41, le 16 décembre, 500 parachutistes allemands se préparèrent pour leur 3e assaut sur la crête de Lanzerat. Les hommes de but avaient moins de la moitié de leurs munitions restantes.
Le canon de la M2 brillait rouge au vu du tir soutenu, et les renforts étaient toujours à 10 km sans moyen d'atteindre le peloton isolé. Le prochain assaut déterminerait si 18 Américains pouvaient continuer à tenir le carrefour routier le plus critique dans le secteur nord de la bataille des Ardennes. Le troisième assaut allemand commença à 8h41 avec des avancées coordonnées depuis 3 directions. 2 escouades de parachutistes se déplacèrent à travers les bois denses sur le flanc est tandis que la force principale attaquait à travers le champ découvert. Le 9e régiment de chasseurs parachutistes avait engagé approximativement 350 hommes dans cette vague. Leur doctrine tactique mettait l'accent sur une force écrasante au point de contact. Les officiers allemands s'attendaient à submerger la position américaine en 15 minutes. Bues positionna ses 2 équipes de fusils automatiques, Browning, pour engager les escouades de contournement se déplaçant dans les bois. Le BAR tirait des balles de calibre 30 à 550 coups par minute depuis des chargeurs de 20 cartouches. Dans les combats forestiers à courte portée, l'arme fournissait un feu de suppression efficace contre l'infanterie avançante, mais la capacité du chargeur signifiait que chaque tireur devait recharger toutes les 2 secondes de tir soutenu. L'équipe de contournement ralentit mais ne s'arrêta pas. La M2 continua d'engager des cibles dans le champ découvert. Le tireur était passé à des rafales courtes contrôlées pour gérer la température du canon. Des rafales de 3 coups toutes les 4 secondes. Cela réduisit le taux de tir de 550 à approximativement 120 coups par minute, mais la précision s'améliora significativement. Chaque rafale ciblait des soldats allemands spécifiques tentant d'avancer dans la neige. L'effet psychologique s'avéra aussi important que les pertes. Les parachutistes qui voyaient leur chef d'escouade fauché par le feu de calibre 50 perdaient leur élan dans l'assaut. À 9h, une équipe de mortiers allemandes établit une position à la lisière des arbres et commença à tirer des obus à haut explosif sur les trous américains. Les obus de mortier de 8 cm impactèrent dans la neige autour de la ligne défensive de but. La plupart détonèrent sans effet contre le sol gelé ou les rondins de pin couvrant les trous, mais les explosions forcèrent ces fusiliers à se mettre à couvert, réduisant leur taux de tir précis. Les Allemands avaient finalement apporté un appui-feu indirect dans l'engagement. L'adjudant technicien Peter Gacki, de l'équipe d'observateurs d'artillerie avancée, tenta d'appeler un tir de contre-batterie contre la position de mortier allemande. Sa transmission radio atteignit le poste de commandement du 361e bataillon d'artillerie de campagne, mais chaque batterie d'artillerie américaine dans le secteur avait reçu des missions de tir prioritaires, soutenant des unités faisant face à des assauts allemands plus importants. La bataille des Ardennes impliquait plus de 410 000 soldats allemands attaquant sur un front de 130 km. Le peloton de 18 hommes de but représentait une petite position dans une offensive massive. L'appui d'artillerie n'arriverait pas. L'assaut du flanc et pénétra jusqu'à 40 mètres des trous américains avant que l'équipe BAR ne l'arrête. Le soldat de première classe William James tira 3 chargeurs complets en succession rapide, touchant 11 parachutistes allemands. Les attaquants se retirèrent dans les bois à 9h17. Les pertes allemandes de la tentative de contournement s'élevèrent à 19 tués ou blessés. La neige rendit impossible pour les parachutistes de manœuvrer sans exposer leur position. Dans le champ découvert, la vague d'assaut principale s'était enlisée à la clôture de barbelés. La M2 maintenait un feu de suppression à travers la zone de mise à mort. Chaque soldat allemand qui tentait de couper le fil devenait une cible. Les corps s'accumulaient le long de la ligne de clôture. Le tireur américain estima avoir tiré 420 coups depuis le début de la bataille à 7h15. Approximativement 130 cartouches restaient dans les boîtes de munitions. Au taux de consommation actuel, la M2 serait à sec avant 11h. Bues contacta à nouveau le quartier général du régiment à 9h30. Il rapporta son état des munitions et demanda un réapprovisionnement immédiat. La réponse indiqua qu'aucun convoi de ravitaillement ne pouvait atteindre Lanzerat tant que les forces allemandes contrôlaient les routes. Son peloton devrait économiser les munitions et tenir la position avec les ressources existantes. L'ordre restait inchangé. Ne vous repliez pas. La 3e vague d'assaut allemande se retira à 9h43 après 62 minutes de combat continu.
Bu compta 41 pertes ennemies visibles dans la neige entre la lisière des arbres et sa position défensive. Les pertes allemandes réelles étaient plus élevées. Les parachutistes blessés avaient été retirés durant l'assaut. Le 9e régiment de chasseurs parachutistes avait maintenant attaqué 3 fois contre l'unité américaine de la taille d'un peloton et avait échoué à percer à chaque tentative. Mais l'arithmétique était inexorable. Les hommes de Bu avaient tiré approximativement 900 cartouches de munitions de fusil. Chaque soldat avait moins de 30 cartouches restantes. La M2 en avait 130. Le prochain assaut allemand serait probablement le dernier que son peloton pourrait résister efficacement. Et à travers ses jumelles, Bu pouvait voir des officiers allemands rassemblant leurs troupes au bas de la crête pour une 4e attaque. Le 4e assaut allemand commença à 10h17. Le commandant du 9e régiment de chasseurs parachutistes avait réorganisé son bataillon en une seule vague concentrée. Approximativement 400 parachutistes avancèrent simultanément sur toute la largeur de la crête. La tactique abandonnait les manœuvres de contournement au profit de submerger la ligne défensive américaine par le nombre seul. La doctrine allemande appelait cette méthode Schwerpunkt, concentration de force au point décisif. Bu observa le développement de l'assaut à travers ses jumelles. La formation allemande s'étirait sur 200 mètres à travers le champ enneigé. Les soldats individuels maintenaient des intervalles de 10 mètres entre les positions. Cet espacement réduisait les pertes dues au feu des mitrailleuses, mais rendait la coordination difficile. Des grenades fumigènes créaient des zones de dissimulation à travers le champ de bataille. Les parachutistes avaient appris de 3 assauts précédents infructueux. Cette attaque démontrait une adaptation professionnelle sous le feu. La M2 ouvrit le feu à 140 mètres. Le tireur sélectionna d'abord les cibles sur les flancs, tentant de compresser la formation allemande vers le centre où le feu des fusils pourrait avoir un effet maximum. Les balles de calibre 50 traversèrent la fumée, touchant les parachutistes qui croyaient avoir un couvert, mais la température du canon avait atteint des niveaux critiques. Après avoir tiré 60 coups, le tireur rapporta une précision diminuée. L'arme continuait de fonctionner, mais la dispersion avait significativement augmenté. Les fusiliers de Bu engagèrent des cibles à 90 mètres. Chaque homme sélectionna des Allemands individuels et tira des coups ajustés. Le tir de précision d'élite qui définissait le peloton de renseignement et de reconnaissance s'avéra décisif durant cette phase du combat. Alors que la M2 fournissait un feu de suppression, les fusils infligeaient la majorité des pertes. 16 Américains tirant avec des M1 Garand en mode semi-automatique pouvaient délivrer approximativement 120 coups précis par minute contre des cibles en terrain découvert. La formation allemande atteignit la clôture de barbelés à 10h29. Des parachutistes portant des pinces coupantes avancèrent sous le feu de couverture des équipes MG-42 positionnées à la lisière des arbres. Pour la première fois durant la bataille, des soldats allemands réussirent à franchir l'obstacle de fil. 3 équipes séparées coupèrent des passages à travers la clôture. La vague d'assaut se déversa à travers les brèches vers les trous américains. À 10h32, la M2 tira sa dernière bande de munitions. Le tireur avait rationné les 130 cartouches restantes sur 15 minutes de combat. Quand l'arme se tut, l'impact psychologique se propagea des 2 côtés du champ de bataille. Les parachutistes allemands qui avaient dépassé 3 heures à esquiver le feu de calibre 50 reconnurent le changement immédiatement. Leur rythme d'avance s'accéléra. Les fusiliers américains augmentèrent leur cadence de tir pour compenser la perte de leur arme lourde. Bu ordonna à ses hommes de fixer les baïonnettes. L'assaut allemand avait pénétré jusqu'à 50 mètres de la ligne défensive. Des parachutistes individuels étaient clairement visibles à travers la fumée qui s'amincissait. Certains portaient des grenades à manche, d'autres se préparaient à se ruer sur les trous avec des pistolets mitrailleurs. La bataille était passée de tirs de précision à longue portée à un combat rapproché. Chaque soldat américain comprenait ce qui se produisait quand les troupes d'assaut allemandes atteignaient les positions défensives. Le soldat de première classe Robert Lambert tira son dernier chargeur à 10h38. Il chercha sa bandoulière de munitions et la trouva vide. Autour du périmètre défensif, d'autres soldats rapportèrent des situations similaires. Le peloton avait dépensé approximativement 1200 cartouches de munitions de fusil durant 4 heures de combat soutenu. Moins de 200 cartouches restaient réparties entre 18 hommes.
Certains soldats avaient 5 cartouches. D'autres en avaient 15. Aucun n'avait assez de munitions pour soutenir un feu défensif plus de 3 minutes. Les observateurs d'artillerie avancée firent une dernière tentative pour atteindre l'appui d'artillerie américain. L'adjudant technicien Peter Gacki transmit des coordonnées pour des missions de tir contre les zones de rassemblement allemandes et les positions MG42, supprimant la ligne américaine. Le 361e bataillon d'artillerie de campagne accusa réception de la transmission, mais ne put allouer de canons pour soutenir la crête de Lanzerat. Chaque pièce d'artillerie disponible était engagée, soutenant des unités de la taille d'un régiment faisant face à des assauts d'infanterie et de blindés allemands sur tout le front des Ardennes. À 10h45 le 16 décembre, le 4e assaut allemand atteignit son intensité maximale. 400 parachutistes pressaient contre des positions défensives tenues par 18 Américains armés de moins de 200 cartouches de fusil et sans armes lourdes. La M2 se tenait silencieuse sur son support de jeep. Le canon avait décoloré sous la contrainte thermique. Bu savait que son peloton pourrait résister peut-être 10 minutes de plus avant que les munitions ne soient complètement épuisées. Le 9e régiment de chasseurs parachutistes avait subi plus de 90 pertes en attaquant cette seule position de crête. Mais les commandants allemands comprenaient l'arithmétique. Les Américains devaient finir par manquer de munitions, et quand cela se produirait, 500 parachutistes submergeraient 18 fusiliers en quelques minutes. Derrière la force d'assaut allemande, la première division SS Panzer attendait que l'infanterie dégage le carrefour routier pour que leurs chars puissent avancer vers la Meuse. Tout dépendait des 10 prochaines minutes à la crête de Lanzerat. Les parachutistes allemands franchirent le périmètre défensif américain à 10h53. Une escouade de 12 chasseurs parachutistes pénétra entre 2 trous sur le flanc est où les munitions s'étaient épuisées en premier. Les soldats dans ces positions avaient tiré leur dernière cartouche 2 minutes plus tôt. Ils engagèrent les Allemands avec des grenades à main et des pelles de tranchée. Un soldat américain utilisa son fusil comme une massue. Les combats rapprochés dans une position défensive contre une infanterie d'assaut entraînée se terminaient rarement bien pour les défenseurs. Bu redirigea 3 fusiliers du centre de la ligne pour contenir la brèche. Ces hommes avaient encore des munitions. Ils tirèrent à bout portant dans l'escouade allemande qui avait pénétré le périmètre. 7 parachutistes tombèrent. Les 5 autres se retirèrent vers les barbelés. Mais la brèche avait démontré une vulnérabilité critique. Une fois que les Américains seraient à court de munitions, les Allemands submergeraient la position en quelques minutes, quel que soit le courage ou la compétence tactique. À 11h09, Bu prit une décision qui violait tous les principes de la doctrine des unités de reconnaissance. Au lieu de tenter de se replier ou de conserver ses munitions restantes pour un dernier stand, il ordonna à ses hommes de maintenir un taux de feu maximum. La tactique semblait contre-intuitive. Dépenser les munitions plus vite raccourcirait le temps jusqu'à l'épuisement complet, mais Bu comprenait la dimension psychologique de l'engagement. Tant que son peloton maintiendrait un feu intense, les Allemands croiraient qu'une capacité défensive significative restait. Les fusiliers tirèrent aussi rapidement qu'ils pouvaient acquérir des cibles. Les fusils M1 Garand fonctionnaient sur un système à gaz semi-automatique qui se rechargeait automatiquement après chaque coup. Un soldat entraîné pouvait tirer 40 coups précis par minute s'il avait suffisamment de munitions et de cibles. Pendant les 8 minutes suivantes, les 14 hommes restants de Bu avec des munitions délivrèrent un feu de précision soutenu contre l'assaut allemand. Les parachutistes interprétèrent l'augmentation du taux de tir comme une preuve de ravitaillement en munitions fraîches ou de renfort. La 4e vague d'assaut allemande se retira à 11h21. Le 9e régiment de chasseurs parachutistes avait engagé son bataillon entier dans 4 attaques séparées sur 4 heures. Les pertes s'élevaient maintenant à 92 hommes tués, blessés ou disparus. Les officiers rapportèrent à leur commandant de division que la position américaine à la crête de Lanzerat semblait être tenue par une compagnie renforcée avec un soutien d'armes lourdes. Les renseignements allemands avaient échoué à identifier la taille réelle de la force défensive. La Wehrmacht croyait attaquer une position défensive bien approvisionnée plutôt que 18 hommes presque à court de munitions. Bu fit un décompte des munitions à 11h30. Les résultats étaient catastrophiques.
Tout son peloton possédait 73 cartouches de munitions de fusil. Certains hommes n'en avaient aucune, d'autres avaient 5 ou 6 cartouches. La M2 restait silencieuse avec des boîtes de munitions vides éparpillées autour de la Jeep. Les observateurs d'artillerie avancés avaient également épuisé leurs munitions de fusil. 22 Américains tenaient le carrefour routier le plus critique dans le secteur nord de la bataille des Ardennes avec 73 cartouches de fusil. La température était tombée à moins 6 degrés Celsius. La neige continuait de tomber sur la crête. Les hommes de Buh étaient en position de combat depuis 5h30, sans nourriture ni eau. Plusieurs soldats montrèrent des symptômes de blessures dues au froid. Le soldat de première classe, Risto Malinovic, rapporta des engourdissements dans ses pieds. L'adjudant technicien William Slate avait des blessures mineures par éclat d'obus dues aux tirs de mortier allemands, mais aucun Américain n'avait été tué. Un observateur d'artillerie avancé, le technicien de 5e classe Billy Quinn, avait reçu une balle dans l'épaule, mais restait à sa position. À 11h45, Buh observa des officiers allemands se rassemblant à la lisière des arbres avec ce qui semblait être des renforts. Le 9e régiment de chasseurs parachutistes était renforcé par des troupes supplémentaires de la réserve divisionnaire. À travers ses jumelles, il compta approximativement 200 parachutistes frais se déplaçant vers des positions d'assaut. Les Allemands préparaient une 5e attaque avec des troupes reposées contre des défenseurs qui avaient 73 cartouches de munitions restantes. Buh contacta le quartier général du régiment et rapporta sa situation. La réponse revint en moins d'1 minute. Le 3e bataillon ne pouvait pas atteindre Lanzerat. Les forces allemandes avaient coupé toutes les routes vers le secteur. Le soutien d'artillerie restait indisponible. L'ordre demeurait inchangé. Tenez la position. Ne vous repliez pas. Buh accusa réception de la transmission et retourna à son trou. La réalité était brutale. Son peloton avait retardé l'offensive allemande pendant plus de 6 heures. Ils avaient infligé près de 100 pertes à une unité aéroportée d'élite. Mais l'arithmétique de la consommation de munitions contre la taille de la force attaquante ne pouvait pas être surmontée indéfiniment. Quand le 5e assaut allemand viendrait, probablement dans les 30 prochaines minutes, 18 Américains avec 73 cartouches de fusil affronteraient 400 parachutistes frais. L'issue ne faisait plus de doute. À 12h15, le 16 décembre 1944, Lial Buh regarda les troupes d'assaut allemandes se former pour leur 5e attaque sur la crête de Lanzerat. Ces hommes avaient combattu plus longtemps et plus durement que quiconque ne l'avait prévu, mais la physique et les mathématiques étaient sur le point de déterminer la conclusion de la bataille. La question n'était plus de savoir si les Allemands prendraient la position. La question était combien d'heures de plus le peloton de Buh pourrait retarder l'avance de la 1re division SS Panzer vers la Meuse. Le 5e assaut allemand commença à 12h37. Approximativement 400 parachutistes avancèrent dans une formation modifiée qui mettait l'accent sur le mouvement rapide plutôt que l'espacement. Le 9e régiment de chasseurs parachutistes avait engagé ses compagnies de réserve dans cette attaque. Des troupes fraîches qui n'avaient pas participé aux 4 assauts précédents se déplacèrent à travers le champ enneigé avec la confiance de soldats qui croyaient faire face à un ennemi affaibli. Les renseignements allemands continuaient de surestimer la force américaine sur la crête. Buh distribua les 73 cartouches de munitions restantes à travers son peloton. Les soldats avec des qualifications de tireurs d'élite reçurent la priorité. Les hommes sans munitions reçurent l'instruction de collecter des fusils et des bandoulières sur les pertes si l'opportunité se présentait. Le plan défensif s'était simplifié à sa forme la plus basique. Tirer jusqu'à épuisement des munitions, puis combattre avec des baïonnettes et des grenades. Il n'y avait pas d'autres options disponibles. Les fusiliers américains retinrent leur feu jusqu'à ce que les Allemands atteignent 55 mètres. À cette distance, chaque coup devait compter. La première salve abattit 11 parachutistes. Les Allemands se mirent immédiatement à terre et commencèrent à riposter avec des fusils et des mitrailleuses MG-42. Mais sans le feu de suppression de la M2, les Américains ne pouvaient pas empêcher l'avance allemande de gagner du terrain progressivement.
Escouade par escouade, les parachutistes avancèrent à travers la neige en utilisant des tactiques de feu et de mouvement. À 12h51, 3 soldats allemands atteignirent un trou sur le flanc ouest où les occupants avaient épuisé leurs munitions. Les Américains combattirent avec des pelles de tranchée et leurs poings. Un parachutiste tomba avec le crâne fracturé. Les 2 autres se retirèrent après avoir subi des blessures par couteau, mais l'incident démontra à quel point la bataille s'était rapprochée du combat au corps à corps sur toute la ligne défensive. Les Allemands étaient maintenant à portée de grenades de plusieurs positions. Bu compta ses cartouches restantes, 16. Autour du périmètre, ces hommes en étaient à des niveaux similaires. Certains soldats avaient déjà fixé leurs baïonnettes en préparation de la phase finale du combat. Les observateurs d'artillerie avancée continuèrent d'appeler un appui-feu, même si aucune artillerie n'arriverait. L'adjudant technicien Peter Gacki transmit des données de ciblage toutes les 5 minutes, comme si la répétition pourrait produire des résultats. Cela n'arriva pas. L'assaut allemand prit de l'élan à 13 heures. Des parachutistes avaient franchi la barrière de fil à 4 endroits séparés. De petits groupes de 3 à 5 hommes se dirigèrent vers les trous américains en utilisant des grenades fumigènes pour se dissimuler. Les défenseurs tirèrent leurs munitions restantes sur ces équipes d'assaut. Chaque coup tua ou blessa un soldat allemand, mais l'arithmétique restait inexorable. 73 coups divisés par 400 attaquants signifiaient que la grande majorité des Allemands atteindraient la ligne américaine indemne. À 13h14, le soldat de première classe William James tira la dernière cartouche de son M1 Garand. Le ping distinctif de l'éjection du chargeur signala un fusil vide. Il chercha sa baïonnette et se prépara au combat rapproché. Autour du périmètre défensif, d'autres soldats atteignaient le même point. La bataille de la crête de Lanzerat était entrée dans ses dernières minutes en tant que défense basée sur les munitions. Ce qui se produirait ensuite dépendrait des grenades à main et des armes blanches. Bu tira ses derniers coups à 13h17. 18 balles de fusil restaient réparties entre 22 Américains. La M2 se tenait silencieuse sur son support de jeep. Les observateurs d'artillerie avancés n'avaient plus de munitions pour leurs carabines. Pour la première fois en 6 heures de combat continu, le feu défensif américain se relâcha en tirs isolés épars. Les officiers allemands reconnurent le changement immédiatement et ordonnèrent à leurs équipes d'assaut d'avancer. À 13h20, approximativement 50 parachutistes allemands chargèrent les trous américains simultanément depuis 3 directions. Les défenseurs lancèrent des grenades et tirèrent leurs dernières cartouches de fusil. Plusieurs Allemands tombèrent, mais la vague d'assaut se rapprocha à moins de 20 mètres de la ligne défensive. Bu pouvait voir des visages individuels, de jeunes hommes dans la vingtaine, des soldats professionnels exécutant une doctrine d'assaut contre une position qu'on leur avait ordonné de prendre 6 heures plus tôt. Les Américains se préparèrent pour le dernier stand. Baïonnettes fixées, grenades armées, pelles de tranchée prêtes. Chaque homme comprenait que les 2 prochaines minutes détermineraient s'il vivait ou mourait. La Wehrmacht n'avait pas la réputation de faire des prisonniers parmi les unités qui infligeaient de lourdes pertes. 92 parachutistes allemands avaient été tués ou blessés en attaquant cette crête. Les survivants ne seraient pas enclins à la clémence. À 13h23 le 16 décembre, la bataille de la crête de Lanzerat atteignit son point culminant. 50 soldats d'assaut allemands se rapprochèrent de 18 défenseurs américains qui n'avaient plus de munitions. Le combat de 6 heures, qui avait retardé toute l'aile nord de la bataille des Ardennes, était sur le point de se terminer par un combat au corps à corps sur une colline gelée en Belgique. Les parachutistes allemands submergèrent le premier trou américain à 13h26. 3 chasseurs parachutistes sautèrent dans la position où 2 soldats avaient épuisé toutes leurs munitions. Le combat au corps à corps dura 8 secondes. Un Allemand tomba avec une blessure de baïonnette à la poitrine. Les 2 Américains subirent des blessures par couteau, mais continuèrent de combattre. Un officier allemand en tira un du trou sous la menace d'une arme. La Wehrmacht avait finalement franchi le périmètre défensif après 6 heures d'assaut soutenu. Des troupes allemandes supplémentaires se déversèrent à travers la brèche. Bu ordonna à ses hommes de cesser le feu et de se rendre. Continuer la résistance sans munitions entraînerait la mort de soldats qui avaient déjà accompli bien plus que quiconque ne l'avait prévu. À 13h32,
18 Américains du peloton de renseignement et de reconnaissance et 4 observateurs d'artillerie avancés levèrent les mains. La bataille de la crête de Lanzerat s'était terminée après 7 heures et 57 minutes de combat continu. Les pertes allemandes étaient immédiatement visibles à travers le champ de bataille enneigé. 92 corps gisaient entre la lisière des arbres et les trous américains. Certains étaient morts à la clôture de barbelés. D'autres étaient tombés durant les vagues d'assaut. Le 9e régiment de chasseurs parachutistes avait perdu 16% de sa force de combat en attaquant une position défendue par 22 hommes. Les commandants de bataillon rapportèrent au quartier général divisionnaire qu'ils avaient vaincu une compagnie américaine renforcée avec un soutien d'armes lourdes. L'adjudant technicien William Slate avait subi des blessures par éclat d'obus durant la bataille, mais pouvait marcher. 14 autres membres du peloton de Buell avaient été blessés par des tirs de fusil, des fragments de grenades ou des éclats de mortier. Un seul Américain avait été tué. Le technicien de 5e classe Billy Quinn, de l'équipe d'observateurs d'artillerie avancée, était mort en servant une position de mitrailleuse durant le 4e assaut allemand. Le ratio de perte était de 92 Allemands tués ou blessés contre un Américain tué et 14 blessés. Les soldats allemands qui capturèrent la position américaine exprimèrent leur surprise devant la petite taille de la force défensive. Un sergent chasseur parachutiste examina la M2 silencieuse sur la Jeep et demanda à Buell combien de mitrailleuses son unité possédait. Quand Buell indiqua la seule arme de calibre 50, le sergent refusa de le croire. La doctrine allemande soutenait qu'un feu de mitrailleuses lourdes soutenu nécessitait plusieurs armes avec des champs de tir qui se chevauchaient et un réapprovisionnement en munitions. Le concept qu'une seule mitrailleuse opérée par des soldats épuisés puisse produire de tels effets défensifs contredisait leur formation. À 14 heures, le commandant du bataillon allemand arriva à la position capturée. Il ordonna à son personnel médical de traiter les blessés américains et allemands sans discrimination. Les chasseurs parachutistes établirent des postes de secours dans les maisons du village de Lanzerat. Buell et ses hommes reçurent des soins médicaux pour leurs blessures avant d'être préparés pour le transport vers des installations de prisonniers de guerre. L'officier allemand qui accepta la reddition de Buell reconnut que la défense américaine avait été menée avec une compétence professionnelle. L'impact tactique de la bataille de 7 heures devint apparent dans les heures suivantes. L'élément de tête de la première division SS Panzer, le groupe de combat Piper, avait été programmé pour passer par Lanzerat à 8 heures. La colonne blindée se composait de 4800 hommes, 600 véhicules et plus de 100 chars. Leur objectif était d'atteindre la Meuse avant la nuit le 16 décembre, mais le régiment d'infanterie assigné à dégager la route avait été arrêté à la crête de Lanzerat par 18 soldats américains. Le groupe de combat Piper n'arriva à Lanzerat qu'à minuit le 17 décembre, avec 16 heures de retard. Le retard se propagea à travers tout le plan offensif allemand. L'aile nord de la bataille des Ardennes, que Hitler avait désignée comme l'effort principal, perdit un élan critique durant le premier jour. Au lieu d'avancer de 100 km vers Anvers, comme prévu, la première division SS Panzer parvint à moins de 15 km avant de rencontrer des positions américaines renforcées. Les commandants allemands à la crête avaient suspendu leur avance après avoir capturé le peloton de Buell. Ils croyaient que les bois derrière la position américaine contenaient des forces et des blindés supplémentaires. Les lourdes pertes subies durant 7 heures de combat suggéraient une profondeur défensive significative. Des patrouilles de reconnaissance allemandes se déplacèrent prudemment à travers la forêt, s'attendant à rencontrer des chars et des renforts. Ils trouvèrent des bois vides, mais le retard s'avéra décisif. À 16h30 le 16 décembre 1944, Lial Buell et son peloton blessé commencèrent leur marche vers la captivité allemande. Ils avaient tenu la crête de Lanzerat pendant plus de 11 heures contre 500 parachutistes attaquants. Ils avaient infligé 92 pertes tout en subissant un tué et 14 blessés. Et ils avaient retardé la principale poussée blindée allemande de 16 heures. Mais aucun d'eux ne le savait encore. En tant que prisonniers de guerre, ils croyaient avoir échoué. La véritable signification de leur résistance à la crête de Lanzerat ne deviendrait claire que des décennies plus tard. Les soldats allemands chargèrent Buell
et son peloton blessé dans des wagons à bestiaux, à Juliers, 2 jours après la bataille. 72 prisonniers de guerre américains étaient entassés dans un seul wagon à bestiaux, conçu pour 40 hommes. Le train voyagea vers l'Est en Allemagne sans nourriture ni eau. Les températures à l'intérieur du wagon tombèrent sous le point de congélation. Au jour de Noël, 7 hommes dans le wagon de but étaient morts de blessures, d'exposition ou de déshydratation. Les survivants furent transportés vers des camps de prisonniers de guerre à Nuremberg, Hammelburg et Moosburg. Bu passa 5 mois en captivité allemande. Les conditions se détériorèrent alors que la Wehrmacht s'effondrait début 1945. Les rations alimentaires diminuèrent jusqu'à une soupe claire 1 fois par jour. Les raids aériens alliés ciblèrent les voies de ferré et les dépôts de ravitaillement près des camps de prisonniers. Les gardes allemands devinrent de plus en plus hostiles alors que leur nation faisait face à la défaite. Beaucoup de prisonniers développèrent une hépatite, une dysenterie ou une pneumonie. Quand les forces américaines libérèrent les camps en avril 1945, Bu pesait 51 kilos. Il en pesait 75 le 16 décembre. Les soldats du peloton de renseignement et de reconnaissance retournèrent aux États-Unis en croyant avoir échoué à Lanzerat. Bu considéra la blessure de 14 hommes et la capture de toute son unité comme un échec tactique complet. Il ne savait pas que son peloton avait retardé la première division SS Panzer de 16 heures. Il ne savait pas que l'aile nord de la bataille des Ardennes avait pris un retard critique à cause de la résistance à la crête de Lanzerat. Il savait simplement qu'il avait été capturé après que ses munitions se soient épuisées. Le peloton se dispersa après la guerre. Les soldats retournèrent à la vie civile à travers l'Amérique. Personne ne discuta de la crête de Lanzerat. La bataille avait été éclipsée par des engagements plus importants durant la bataille des Ardennes. Bastogne reçut une attention internationale. Le massacre de Malmedy généra des procès pour crimes de guerre, mais un peloton de reconnaissance de 18 hommes qui avait tenu une crête pendant 7 heures disparut des archives historiques sans reconnaissance. En 1965, l'armée des États-Unis publia une histoire en plusieurs volumes intitulée « The Ardennes, The Battle of the Bulge ». L'auteur Hugh Cole mentionna le peloton de but en passant avec des détails minimaux. Le soldat de première classe, William James, qui avait combattu à Lanzerat, lut la brève référence et s'irrita du manque de reconnaissance. Il contacta Bu et encouragea son ancien lieutenant à rechercher une reconnaissance appropriée pour les actions du peloton. Bu écrivit des lettres à son ancien commandant de division, le major-général Walter Lauer, demandant que ses hommes reçoivent des décorations pour leur défense de la crête de Lanzerat. En juin 1966, une Silver Star arriva dans la boîte aux lettres de Bu, mais aucun autre membre du peloton ne fut reconnu. Bu refusa d'accepter une médaille individuelle quand toute son unité avait combattu ensemble. Il commença une campagne de 15 ans pour s'assurer que chaque soldat reçoive une reconnaissance appropriée. Le processus nécessita des audiences au Congrès, des campagnes de lettres et des entretiens avec des historiens militaires. John Eisenhower documenta la bataille en détail pour son livre The Bitter Woods. Le chroniqueur Jack Anderson écrivit sur le peloton oublié dans des publications nationales. Lentement, la signification historique de la crête de Lanzerat devint apparente. 18 hommes avec une seule mitrailleuse montée sur Jeep avaient arrêté 500 parachutistes attaquants pendant 7 heures et retardé une division SS Panzer entière durant le premier jour critique de la dernière offensive majeure de l'Allemagne. Le 26 octobre 1981, l'armée des États-Unis reconnut formellement les actions du peloton de renseignement et de reconnaissance à la crête de Lanzerat. Chaque membre de l'unité reçut des décorations. 4 soldats, dont Bu, reçurent la Distinguished Service Cross. 5 reçurent des Silver Stars. 10 reçurent des Bronze Stars avec dispositif V pour la bravoure. Tout le peloton reçut la citation présidentielle d'unité. Les décorations firent du peloton de but l'unité américaine de sa taille la plus décorée pour une seule action durant la Seconde Guerre mondiale. 37 ans s'étaient écoulés entre la bataille et la reconnaissance. Certains soldats du peloton étaient morts sans savoir que leur sacrifice avait été reconnu.
William James, qui avait initié la campagne pour la reconnaissance, mourut en 1977 après 37 chirurgies pour réparer les blessures subies à Lanzerat. Mais les membres survivants comprirent enfin qu'ils n'avaient pas échoué. Ils avaient accompli quelque chose d'extraordinaire.